américain, il est né en 1961 à New York. Le dernier poste occupé était à la London School of Economics. C'était un militant politique également, cofondateur notamment du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Et il est mort subitement en 2020. Sa compagne suspecte que ce soit du Covid, enfin de problèmes liés à une infection par la Covid. Alors qu'il travaillait, donc il décède alors qu'il travaillait sur un nouveau livre consacré à la piraterie, après avoir juste terminé un livre sur la royauté, sur les rois, avec celui qui avait dirigé sa thèse, l'anthropologue Marshall Salins. Alors je voudrais vous faire écouter David Graeber lui-même, pour avoir une rencontre un petit peu plus personnelle avant de parler de lui et de son œuvre. Donc je vous propose d'écouter une petite vidéo où il s'exprime sur le revenu universel, mais où il aborde également très rapidement beaucoup des questions qui vont revenir parce qu'elles sont centrales dans son travail, sur la bureaucratie notamment, sur ce qu'il appelle les bullshit jobs, les jobs à la con. Et donc, écoutons cette parole. I think it's really, it marks a point where we really need to reevaluate what it is that is valuable and meaningful about the things that we do every day. I remember one time my father took me aside and he said, you know, everything you see around us, this house we have, everything you see in it, I earned that with my own two hands, working 9 to 5 every day. You know, I would get up in the morning, I would go in, and you know, it was my labor that brought you everything you see around you. So David, it was horrible. Don't do that. Find someone you don't have to get a real job, you know. So I took his words to heart, and you know, he said, becoming an academic or something. You know? And I realized that there's like huge classes of people. It's true of a lot of people in government, more and more as time goes on. You know, their real job is to make you kind of feel like you're inadequate, that you're undeserving, and I realize that, you know, that's what government does. All these neoliberal reforms that you're supposed to like put conditionalities on welfare and like make things more efficient, they're framed in this moralizing terms. And what they actually end up doing is, you know, creating these huge class of people to sort of monitor you and make you think you're just not doing a very good job in life. And these bureaucracies operate, you know, by creating all of these jobs where people are essentially, you know, telling you that value comes from paperwork rather than from anything anybody actually does. On va s'arrêter là, hein. Donc petite introduction donc au thème favori de David Graeber, cette question donc des boulots inutiles, de la bureaucratie, de la paperasserie qui envahit nos vies. Alors on va revenir là-dessus. Je voudrais présenter dans un premier temps plus généralement David Graeber et le reste de son œuvre, avant d'entrer dans le détail juste après. Je poursuivrai par une présentation de ce qui me paraît un des points les plus intéressants dans sa démarche, qui est une méthodologie qu'il met en place, méthodologie que je m'aventure à qualifier d'anarchiste. J'expliquerai pourquoi, et qui sera illustré par le travail sur la bureaucratie, qui était le premier extrait que j'avais proposé à la lecture. Et enfin, je voudrais terminer par une discussion sur les idées de David Graeber sur la démocratie et sur l'anarchisme, qui correspond aux textes 2 et 3 qui étaient donnés à lire. Alors, je commence par la présentation plus générale de David Graeber et de son œuvre. Sachez que David Graeber, donc c'est quelqu'un qui est issu de la classe ouvrière. Ses deux parents étaient des intellectuels, mais ouvriers. Son père travaillait dans l'imprimerie, sa mère dans l'industrie du vêtement. Tous les deux étaient des syndicalistes et ils ont transmis la fibre syndicale à leur fils. Celui-ci fait des études, donc il le mène à Madagascar pour en tant qu'ethnologue, étudier les sociétés rurales des hautes plaines de Madagascar. Il en tire une thèse en 1987 sur la mémoire et la violence dans les communautés rurales de Madagascar. C'est un penseur, mais c'est aussi, je le disais pour commencer, un activiste, un militant politique. Donc il est un cofondateur et un militant
d'Occupy Wall Street, dont il sera une des figures. Il serait même l'auteur, même s'il s'est défendu du caractère individuel de cette création, mais il serait l'auteur du slogan « Nous sommes les 99%», qui a été un slogan phare du mouvement Occupy Wall Street. Et cette activité d'activiste va nourrir sa théorie. Il en tirera en particulier un livre qui s'appelle Direct Action, qui est une ethnographie directement du mouvement anti-mondialisation auquel il a pris part au début des années 2000. Et je dirais, pour terminer sur cette question du militantisme, qu'il a ensuite beaucoup voyagé à travers le monde, partout où il y avait des expériences de révolutionnaires. Par exemple, on le retrouvera au Chiapas, donc au Mexique, on le retrouvera en Syrie pour voir ce qui se passait dans le Rojava. On le verra en France, à Paris, au moment des Nuits debout, aux côtés de Lordon, en 2016. Et à côté de tout ça, et donc il a une carrière académique, et donc une des dernières apparitions en France, c'est en 2018, invité au Collège de France, où il discute de son dernier livre avec Philippe Descola. Il y a une vidéo là-dessus en ligne. Alors pourquoi présenter David Graeber? Bien parce qu'en quelques années, c'est devenu l'une des principales figures de l'anthropologie anarchiste du XXe et du XXIe siècle, dans le sillage, et on pourrait presque dire formant une triade avec eux, de Pierre Clastres, l'auteur de La Société contre l'État notamment, et de l'autre grand penseur anarchiste anglo-saxon qui est James C. Scott, l'auteur de L'art de ne pas être gouverné sur l'azomia, qu'on avait déjà abordé ici. David Graeber acquiert une grande renommée par son livre sur la dette, Dette 5000 ans d'histoire, puis par ses livres sur donc, la bureaucratie et les bullshit jobs, les boulots inutiles. Mais en fait, Graeber a travaillé sur une multitude de sujets qui sont en apparence très disparates, mais qui vont refléter l'ouverture extraordinaire de sa pensée et la diversité de ses centres d'intérêt. Donc des jobs à la con, comme il les appelle, aux utopies pirates, c'est son livre qui s'appelle Libertalia, en passant par un livre sur la démocratie, une réflexion sur la monnaie, des écrits sur l'anarchisme, sur la royauté, sur l'autorité, sur la violence. Voilà, donc toute une série de thèmes qui donnent le sujet de ses livres. Alors, on ne parlera pas ici de certains de ses œuvres les plus connues, je ne parlerai pas des bullshit jobs, ni de son livre sur les rois ou sur les utopies pirates. Je dirais peut-être juste deux mots sur le livre sur la dette, qui est quand même un jalon important dans son travail. Mais je voudrais justifier le fait d'introduire David Graeber dans cette série sur les penseurs d'ailleurs. En quoi David Graeber peut-il être qualifié pour cette série sur donc les pensées qui viennent de l'extérieur de ce dont on a l'habitude. Eh bien, en tant que penseur anticapitaliste et qui se désigne lui-même comme anarchiste, David Graeber pense d'ailleurs, bien sûr, en dehors du système, mais surtout, je dirais, selon moi, parce que son anthropologie est nourrie par son analyse de l'économie et des phénomènes économiques. Et ça nous est en tout cas, à nous, en LSH, souvent un peu plus étranger. Et donc tout son travail sur le travail, justement, sur la dette, sur la valeur, sur les organisations, sur les règles et sur la violence, voilà, est intéressant parce qu'il l'aborde à partir des phénomènes économiques. Et parce que, justement, aussi, sa lecture économique se fait selon une approche à la fois historique et anthropologique, notamment à partir des connaissances qu'il a de ses terrains d'enquête ou de ceux des autres, qui vont mettre en perspective ces phénomènes et, je dirais, les déplacer pour mieux les replacer dans la formation du social, comme cause ou effet, ce qui les sort et en particulier ce qui sort l'économie de sa dimension de naturalité qu'elle a acquise, comme si c'était un phénomène naturel qui était inquestionnable et qui n'était pas relié aux autres dimensions du social. Donc il les replace dans une réflexion sur la formation du social et dans sa réflexion sur l'organisation pratique d'une vie commune meilleure.
c'est-à-dire pour lui plus égalitaire et plus libre. Alors, si on doit résumer ce qui fait le propre de cette pensée, je dirais que c'est parce que David Graeber est un théoricien de la domination sous toutes ses formes, donc d'abord la domination économique, mais aussi la domination étatique, la domination sociale, par les classes. Et donc c'est un penseur du pouvoir sous ces différentes formes là encore, pouvoir de la finance, pouvoir de la technologie, pouvoir de la bureaucratie, oppression coloniale, etc. Dont il appelle, donc tous ces pouvoirs dont il appelle à se libérer. C'est ce qui en fait un penseur libertaire, et non seulement de gauche, puisqu'il ne s'agit pas de changer simplement ceux qui trouvent en position de domination, mais il s'agit d'éliminer la position même de domination. Alors, son point de départ, qui est généralement économique, le conduit à renverser, et c'est ça qui est intéressant, assez radicalement certains des préjugés parmi les plus communément admis et les plus profondément ancrés en nous, jusque parmi ses alliés politiques les plus proches. Par exemple, il pose dans ses ouvrages des questions aussi directes que pourquoi faudrait-il toujours rembourser ses dettes? Pourquoi faudrait-il avoir l'impression qu'il y va là d'un devoir moral d'assurer une sorte d'équilibre économique des échanges? Ou pourquoi est-ce qu'on croit encore à la fable, puisque c'est une fable et il le démontre avec des arguments scientifiques, à la fois historiques et anthropologiques, je le disais, pourquoi croit-on à la fable selon laquelle le marché aurait pacifié les échanges, la fable selon laquelle l'échange marchand aurait suivi les échanges guerriers et aurait permis donc des rapports pacifiés entre les hommes. Ou, pour prendre un exemple plus étonnant et drôle à la fois, il a tout un article qui traite de la question pourquoi est-on persuadé de vivre dans une société d'accélération technologique sans précédent alors qu'il n'existe toujours pas de voiture volante? Et ça lui permet de montrer que les promesses technologiques des années 60 n'ont pas été tenues et que c'est peut-être la première fois dans l'histoire récente qu'on assiste à cet échec des prévisions à se réaliser dans un temps relativement court. Alors, deuxième point de mon exposé, je voudrais souligner ce qu'il y a d'intéressant, je dirais, dans la méthodologie de David Graeber. Il me semble qu'il y a une tentative de formuler une épistémologie particulière que je qualifierais d'anarchiste ou d'anarchisante. Et je voudrais prendre le cas de son livre sur la bureaucratie, peut-être pour aborder cette question. Mais plus généralement, comment procède David Graeber? Eh bien, il part toujours d'une question ou d'un constat qui signale que nous considérons comme acquis des savoirs qui sont évidemment faux. Il va montrer dans ses livres comment des questions économiques, le capital, le libéralisme ou la démocratie, le politique en général, sont souvent pensées à partir de prémices fausses, malgré des éléments historiques, souvent largement connus, qui sont niés, et en fait sont niés au profit de l'installation d'une idéologie, en fait. Et donc sa démarche, c'est la suivante. Il ne se satisfait pas d'un certain nombre de points de départ scientifiques, épistémologiques, qu'il va dénoncer comme des mythes, mais ce sont des mythes fondateurs, qui donnent lieu à des consensus, et il va justement contester ces consensus, ces points de départ. Il y a toujours au départ la dénonciation d'un paradoxe ou d'une contre-vérité selon lui criante, mais qui est pourtant admise, ce qu'il appelle la vision courante de l'histoire, et jusque dans son propre camp, ce sont des vérités admises. Et il y voit, et c'est évidemment très intéressant, la source des blocages de ce qu'il appelle l'imagination politique. Il dit que c'est à cause de cette mythologie-là qu'on se retrouve face à des injonctions du type « there is no alternative », on ne peut pas penser les choses autrement, le seul monde qui est possible, c'est celui que nous connaissons déjà, la seule politique, c'est celle que nous faisons.
Or, justement, sa méthodologie, c'est de dire, ben non, c'est faux, historiquement, les faits sont là. Et par exemple, dans son livre « Dette 5000 ans d'histoire », il revient sur la fable de l'invention de la monnaie pour remplacer le troc à partir du moment où les sociétés se sont suffisamment développées. C'est une fable qui est inventée par Adam Smith et qui dit que, ben voilà, la monnaie, d'où vient la monnaie? Eh bien, tous les manuels d'économie, dit-il, reviennent sur cette fable d'un mystérieux pays du troc qui aurait préexisté à l'invention de la monnaie, et les échanges devenant plus complexes, trop compliqués selon cette méthode, eh bien, on aurait inventé la monnaie qui serait venue résoudre ces difficultés techniques. Or, il montre que c'est absolument faux, hein, c'est une invention d'Adam Smith en 1776, mais qui ne sert finalement qu'à inventer l'économie comme science autonome et à justifier le travail des économistes, alors que eh bien, aussi bien les historiens que les anthropologues s'accordent pour dire, et ils savent, que aucune société de troc n'a jamais été observée dans l'histoire, ou de pur troc n'a jamais été observée dans l'histoire, que les sociétés occidentales n'ont pas connu elles-mêmes une phase de troc avant d'inventer la monnaie, hein, et donc, s'il n'y en a aucune trace, c'est donc que c'est une pure fable. Au contraire, il va montrer avec des arguments donc historiques et anthropologiques que, eh bien, il y a toujours plusieurs systèmes d'échange qui cohabitent, que la dette, elle existe de tout temps. Cette dette que la monnaie est censée quantifier pour pouvoir permettre de la régler, eh bien, elle existe partout et toujours. Hein, c'est le principe du paiement différé, simplement. Quand on n'a pas de quoi troquer, il n'y a pas besoin de donner en échange des pièces de monnaie. On donnera plus tard. Enfin, les hommes sont toujours arrangés pour faire leurs échanges sans avoir besoin de monnaie. Et donc, la source de l'invention de la monnaie est ailleurs. Et il va montrer que la monnaie n'est pas inventée pour résoudre des questions d'échange humains compliquées, puisque ceux-ci se résolvaient très bien sans, mais en fait, c'est une pure production d'armées, enfin des souverains qui doivent alimenter les armées en campagne. Dès qu'il y a des armées qui se déplacent, il faut les entretenir, les nourrir, etc. Pour cela, il faut lever des impôts, et donc les pouvoirs centraux autoritaires, pour pouvoir récupérer de quoi nourrir ces armées, lèvent l'impôt, et donc inventent la monnaie pour qu'on puisse leur rendre précisément de quoi, eux, en échange, alimenter les armées en conquête. Donc c'est pour ça qu'est introduite la monnaie, en fait, voilà, hein, historiquement, anthropologiquement, dans les sociétés où elle apparaît, on voit que c'est comme cela. Comme c'est le cas donc à Madagascar, où il a donc étudié cela, ou dans le passé des sociétés occidentales. Alors cette méthode se retrouve dans son livre sur la bureaucratie, qui en anglais s'appelle The Utopia of Rules, qui est sorti en 2015 aux États-Unis et la traduction française en 2017, où on retrouve une question para-économique, j'ai envie de dire, qui va déclencher un renversement de perception et de conception des choses. La question qu'il pose dans Bureaucratie, c'est la suivante. Pourquoi nos vies dans les démocraties occidentales capitalistes sont-elles envahies par la paperasserie, ce qui a toujours été pensé comme le propre des sociétés totalitaires? L'enfer communiste, c'était précisément l'enfer bureaucratique dans lequel l'individu était noyé sous une somme de règles et de règlements. Or, dit-il, c'est exactement ce qui nous arrive de plus en plus, et évidemment chacun peut le mesurer avec de multiples exemples personnels sur le temps qu'il passe à remplir des formulaires, à signer des accords à tout bout de champ pour mettre ses enfants à l'école, les autoriser à aller faire une sortie scolaire, pour que les étudiants s'engagent à ne pas plagier, etc. On a de multiples exemples, évidemment, chacun dans son champ, qui attestent de cette invasion de la paperasserie. Et alors, il explique, là aussi, par un travail historique, que cette invasion, elle peut être datée, enfin, l'accélération se fait à partir des années 70, qui est le moment où on ne parle plus de la bureaucratie, bizarrement, où la préoccupation pour cette inflation de la bureaucratie semble s'arrêter. Alors, il a une thèse, hein, c'est que si ça s'arrête dans les discours,
c'est parce que, en fait, et que dans les faits, on en est de plus en plus envahi, c'est parce que, eh bien, en quelque sorte, la bureaucratie a gagné. Hein, nous nous sommes habitués, nous avons jeté l'éponge, baissé les bras face à cette plaie. Et il associe tout de suite, comme je le disais, cette réflexion-là à une réflexion sur l'organisation des sociétés. Pour lui, la grande hypothèse de bureaucratie, c'est qu'à partir des années 70, il y a eu des choix politiques qui ont été faits et qu'il y a pour lui un grand virage dans l'investissement. Pour la première fois, on serait passé d'un investissement massif dans des technologies qui étaient faites pour créer la possibilité d'avenirs différents. Et à ce moment-là, donc, il y a une rupture. L'investissement se fait dans des technologies qui renforcent la discipline du travail et le contrôle social. Et c'est comme ça qu'il explique précisément pourquoi on n'a pas de voiture volante. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de peur des gouvernements face à cet investissement dans le futur, en quelque sorte, qui se retournerait dans un investissement de contrôle. Alors ça, c'est évidemment congruent avec les théories de Michel Foucault sur le développement du pouvoir, par exemple, hein, ou d'Agamben. Donc, et tout ça, alors, l'amène à quoi? À remettre en question la fable suivante, celle que on améliorerait nettement les services publics si on les dirigeait par une gestion privée. Il montre que c'est exactement le contraire qui se passe, c'est ce qui se dit dans le texte que j'avais donné, ce qu'il nomme la loi d'airain du capitalisme. En fait, plus on investit pour alléger la démocratie, plus on va créer de la paperasserie et des règlements et des personnes pour réguler tout cela, qui vont contribuer à une augmentation, en quelque sorte, de cette dimension bureaucratique. Et il parle en connaissance de cause, j'ai envie de dire, en s'appuyant sur l'exemple de ce qu'il connaît aux États-Unis, où, dit-il, ce qui est frappant, c'est que la plupart des services aujourd'hui sont privés, notamment les universités, mais tout le service de santé également. Et en fait, les Américains, derrière leur monde de libre marché, en quelque sorte, sont devenus pourtant des super bureaucrates. Ils passent leur temps à remplir à obéir à des règlements et à remplir des autorisations. Et donc, il va montrer que ce sont les sociétés libérales qui vont produire le plus de paperasserie, le plus de bureaucratie, à l'inverse donc de la pensée communément admise que justement une société gérée par le marché allait se libérer de cette emprise de la paperasse. Et donc pour lui, ce qui est tout à fait frappant, c'est comment les cadres moyens d'entreprise sont les véritables bureaucrates d'aujourd'hui, dont ils ont même la parure dans les vêtements qui sont tout droit sortis des descriptions qu'on a pu en donner au 19e siècle, des petits bonshommes gris en complet, étroits dans leurs vêtements comme dans leur tête, qui régissent notre monde à coup de conditions générales de vente qu'il nous faut signer à tout bout de champ, hein, et de contrats par lesquels on nous tient dès qu'on veut faire le moindre mouvement. Et donc, en fait, voilà, ce livre ça fait l'histoire de cet envahissement de la bureaucratie privée qui s'est, plutôt de la bureaucratie publique qui s'est mise au service de la bureaucratie privée, alliée à la bureaucratie militaire, dit-il. Et donc, on assiste, je le cite, à la fusion progressive, et c'est ça qui est dramatique, de la puissance publique et privée, en une unité unique, saturée de règles et de règlements, et dont l'objectif ultime est d'extraire de la richesse sous toutes ses formes. Donc c'est un petit peu le sens de l'extrait que j'avais donné à lire du livre Bureaucratie. Alors, pour un anarchiste, en conclusion de ce petit topo sur bureaucratie, évidemment, c'est normal de s'attaquer aux règles, poser des questions, évidemment, questions qui fâchent, en quelque sorte. Hein. Pourquoi avons-nous besoin des règles? Pourquoi les supportons-nous? Et voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai mystère auquel il apporte quelques éléments d'éclaircissement sur la façon dont nous fonctionnons, hein, dont le système nous fait fonctionner, en quelque sorte. Moi, j'ai été surpris, j'ai un exemple personnel, il y a
Depuis quelques semaines, je joue dans une équipe de beach volley. On va sur une base de loisirs le dimanche matin, on joue au volley, on a demandé l'autorisation d'occuper pendant 2 heures, avec la pandémie, on peut utiliser le gymnase. Et alors, il y a des gens qui viennent se promener à la base de loisirs, il y a des gens, quand il fait beau, qui font des barbecues, qui amènent leur famille, voilà, qui allument leur barbecue. Il y en a d'autres qui vont se baigner dans sur la petite plage, etc. Et alors, je suis frappé de voir comment mes coéquipiers de l'équipe, et ils sont nombreux à faire ça, ne supportent pas celui qui se baigne en dehors des limites de baignade. Celui qui va avoir allumé son barbecue dans une zone, alors toujours on entend des réflexions, ah là là, mais c'est pas là qu'on a le droit. Et je me suis dit, mais c'est venu c'était tellement récurrent, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend en fait? Pourquoi réagissent-ils comme ça? Et en fait, j'ai réfléchi parce qu'à ce moment-là, je disais bureaucratie de David Graeber, et je me suis dit, mais en fait, voilà, ils n'ont pas demandé l'autorisation. C'est ça le seul problème de ces gens-là, à qui ça ne gênait absolument pas pour faire leur partie de volley, qu'il y ait des gens qui se baignent ou qui fassent un barbecue à côté, ça n'a posé aucun problème, si ce n'est le fait que, voilà, eux avaient demandé l'autorisation pour faire du beach volley, les autres ne l'avaient pas fait. Et donc, c'est un peu les conséquences anthropologiques de ces sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous dit David Graeber, il appelle ça la culture de la complicité. C'est-à-dire, nous sommes happés, en quelque sorte, c'est un jeu que nous sommes appelés à devoir jouer de mieux en mieux, et donc nous devenons tous des espèces de petits flics de nous-mêmes et des autres, hein, nous intégrons l'autocontrôle, et nous ne supportons plus ceux qui s'en affranchissent. Enfin, en tout cas, ça m'a aidé à comprendre ces réactions de mes coéquipiers. Alors, on reviendra peut-être là-dessus, mais je voudrais surtout qu'on discute des 2 autres textes, donc le texte sur la démocratie et le texte sur l'anarchie. Alors, le texte sur la démocratie, d'abord, parce que là c'est quand même aussi vraiment des questions évidemment extrêmement importantes pour notre société. David Graeber, dans sa réflexion sur la démocratie, va partir là encore d'une thèse qu'il juge aberrante et qui va articuler au départ, donc on est la traduction française est en 2014, donc on est un peu avant, c'est une réfutation des thèses, il le dit clairement, de Samuel Huntington, selon lesquelles il y aurait un choc des civilisations. Et il dit, voilà, à l'appui de cette thèse sur le choc des civilisations, il y a l'idée qu'il y a une civilisation occidentale où est née la démocratie et que cette démocratie, elle ne serait pas partageable avec d'autres cultures qui ont d'autres traits spécifiques. Et David Graeber, il dit, mais en fait, non, ça c'est un pur mythe. C'est un pur mythe élaboré par une certaine tradition littéraire et philosophique en dehors de toute réalité. Que la réalité, si on la regarde, eh bien, elle montre que c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de spécificité démocratique de l'Occident et encore moins impossibilité de dialoguer avec des cultures qui seraient totalement hermétiques. Alors, il a tout un raisonnement, là encore, historique et anthropologique. D'abord, il constate les prémices fausses de cette théorie parce qu'elle voudrait qu'il y ait eu l'invention de la démocratie en Grèce dans l'Antiquité, puis un trou de plusieurs siècles avant la redécouverte et réinvention de la démocratie par les Lumières dans l'Europe de l'Ouest, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Alors, il dit, premièrement, historiquement, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas d'essence grecque de la démocratie qui serait apparue là. Il y a toujours des prémices avant et après et autour. Donc, il n'y a pas de raison que la Grèce et cette espèce de monopole. Et puis, si c'était vrai, qui seraient les héritiers? Les Grecs, pas forcément les Français ou les... Bon. Deuxièmement, et ça c'est évidemment plus intéressant, la démocratie existe ailleurs. Là, en tant qu'anthropologue, il montre que les procédures démocratiques sont des procédures qui sont connues et employées partout dans le monde, et notamment alors dans des petits groupes qui doivent se gérer, là où se posent des questions qui invitent à l'invention de procédures de décision. Et là, la démocratie, elle est partout présente, notamment quand il y a des groupes hétérogènes aussi. Dans les communautés qui vivent aux marges, par exemple, des empires. Et par exemple, aussi, on le retrouve en Inde traditionnelle, il y a des traces de procédures démocratiques, il y en a en Afrique. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose qui appartiendrait en propre à une tradition européenne.
Et puis, dernière chose, il dit que la démocratie, eh bien, en fait, elle a tendance à réapparaître partout, en tout temps, dès que l'État se retire. C'est-à-dire, dès qu'il n'y a plus le poids, en quelque sorte, de la puissance centrale, eh bien, on voit réapparaître des réflexes démocratiques, les gens trouvent des solutions, s'organisent, font des votes, replacent l'égalité comme moyen de prendre les décisions. Et donc, on est loin de pouvoir dire que la démocratie, c'est un processus civilisationnel, c'est un propre civilisationnel qui appartiendrait à l'Europe. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut libérer une zone d'improvisation pour que la démocratie, enfin ce qu'on appelle démocratie, puisse se Oui. Oui. En Europe, ou plutôt en France, c'est plutôt démocratie, c'est ça? C'est beaucoup, comment on dit ça? Plus que bureaucratie, ou les deux, ça existe. Mais en Chine, je crois, c'est plutôt bureaucratie. Ouais. C'est beaucoup. Bah, en tout cas, la France a cette idée d'elle-même qu'elle est démocratique et qu'elle détiendrait même certains des origines de la démocratie, avec sa Révolution française, son système parlementariste aujourd'hui. Donc, elle se pense comme démocrate et elle fait de la démocratie une de ses valeurs clés qu'elle oppose aux autres civilisations, en tout cas que certains en tout cas, voudraient opposer à d'autres civilisations. Et pour David Graeber, il veut que, par exemple, plus de liberté, ou il ne veut pas du tout le gouvernement? C'est ça. Alors lui, c'est un penseur libertaire, c'est-à-dire qu'il pense que la liberté se gagne contre le poids de l'État. C'est-à-dire qu'il faut faire reculer l'État, il faut diminuer les règles pour retrouver de la démocratie et retrouver de la liberté. Donc, il ne veut pas le gouvernement? Et non, voilà, c'est précisément, c'est en ça qu'il est anarchiste. Mais c'est pas la même chose comme communiste, non? Eh bien non, c'est pas la même chose. Mais par exemple, s'il n'y a pas le gouvernement, comment par exemple, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas de règles, donc peut-être c'est tout le monde, on partage toutes les choses, c'est impossible pour moi. Je sais pas trop. C'est l'anarchisme, c'est ça. C'est ça. Ben, ça demande des expérimentations, ça demande de l'ouverture, et ça demande, Graeber dirait, ça demande de l'imagination. Précisément, il faut être capable d'imaginer comment faire s'il n'y a pas un recours à la force. Parce que pour lui, l'État, je vais le dire après, mais je le dis tout de suite, c'est pas grave. L'État, en fait, c'est uniquement le garant de la violence. C'est lui qui a le monopole de la violence autorisée, en quelque sorte. Et donc, c'est par la peur du recours à la force que se fait l'entente entre les hommes. Pour Graeber, il faut faire reculer cette menace de la violence physique pour pouvoir libérer la possibilité de retrouver des réflexes parfois très, très naturels d'égalité, de discussion, enfin de négociation. D'accord. Alors après, il y a des questions qui se posent, des questions d'échelle en particulier, puisque là, il signale bien que la démocratie, elle réapparaît dans des cadres qui sont petits. Un empire ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il ne dirait pas le contraire. Un empire n'a pas vocation à être anarchiste. Ce sont des possibilités. Oui, dans ma thèse, j'ai écrit aussi, par exemple, la société différente, différentes sociétés, peut-être va influencer aussi, par exemple, la place ou statut des animaux. Par exemple, en Chine, c'est plutôt bureaucratie. En France, c'est plutôt démocratie. Donc, peut-être la place des animaux, c'est aussi pas la même chose. Et des gens, peut-être des idées, c'est pas la même chose. Donc, je veux bien savoir, est-ce que le gouvernement, c'est le même ou pas? Le gouvernement, par exemple, en France, il n'y a pas du tout le bureaucratie ou non? Si. Aussi? Si, il y a beaucoup de bureaucratie. Mais pour le français, par exemple, pour vous pensez qui travaille dans le gouvernement, c'est beaucoup mieux ou c'est presque la même chose? Même chose que quoi? Que la Chine? Non. Les gens qui travaillent dans le gouvernement. Ok, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, oui. C'est bien. Il y a très haute place, par exemple.
la Alors- place de la place sociale, la place dans la société. Oui. Ou par exemple, non, comme vous, le non, professeur, non. ou par exemple, Je crois que la réponse, c'est le non. vendeur. Non. L'image du fonctionnaire, du bureaucrate, elle s'est un peu étiolée depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être fonctionnaire, être payé à vie par une administration, c'est pas quelque chose qui fait rêver. On est plutôt dans un système plus à l'américaine où c'est plutôt le privé, la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat, voilà, qui est devenu l'idéal, ouais, qui est valorisé aujourd'hui. Okay. Mais alors, ce que montre David Graeber, c'est précisément qu'il y a une distinction qui est artificielle entre bureaucratie d'État et bureaucratie dans le fonctionnement même des entreprises, de l'entrepreneuriat. Il va montrer qu'il y a plus de différence. En fait, il n'y en avait pas au XIXe siècle et qu'il n'y en a pas, en fait, en réalité, aujourd'hui, puisque, donc, d'après lui, les vrais bureaucrates sont ceux qui passent leur temps derrière un ordinateur à remplir des formulaires, et c'est peut-être plus majoritairement aujourd'hui des gens du secteur privé que des gens des entreprises, que des gens de l'État. Et en fait, ce qui monte dans bureaucratie, c'est que ces gens du secteur privé, et en particulier des banques, ce sont les véritables bureaucrates qui ont en quelque sorte noyauté le pouvoir d'État, la bureaucratie publique, pour faire que des règlements soient produits qui servent cette bureaucratie privée et qui lui servent en particulier à dégager du profit. Ça, cet argument, il me semble, parce que je ne connais pas bien, mais c'est souvent ce qu'on dit, ce mouvement qui s'appelait Socialisme et Barbarie dans les années 60, au moment de la guerre froide, déjà avait fait des analyses, il ne se réclamait pas de l'anarchisme, mais similaires sur le fait que cette guerre froide, en fait, était limitée et que ce qu'il y avait en commun du côté capitaliste et du côté communiste, c'était la bureaucratie, quoi, et que c'était un véritable problème. Enfin, il l'analysait comme un problème aussi, qui était des deux côtés, la bureaucratie des régimes de contrôle communiste et puis une démocratie capitaliste. Et effectivement, par contre, un autre écrivain américain, pour le coup, qui analyse la bureaucratie américaine, qui se réclame de l'anarchisme, c'est William Burroughs, qui a dans beaucoup de textes fait sa bête noire, c'est les bureaucrates qui comme un énorme appareil de contrôle, quoi. Donc ça résonne aussi avec une tradition d'écrivains anarchistes. Mais c'est vrai que c'est très fascinant. Enfin, bon, on en parlera peut-être après. Abordons la question de la démocratie. Donc je disais, oui, la fable de la démocratie comme spécificité occidentale, voilà, il la bat en brèche. Historiquement, ça tient pas la route. Et alors, donc lisons le texte de la démocratie sur la démocratie. Je voudrais lire. Alors, j'avais donné le chapitre 7, les traditions comme acte de refondation permanente. Alors, je voudrais lire de larges exemples de ce texte. Tentons maintenant de rassembler. Alors, oui, j'ai donné ce début. C'est à quelle page là, c'est page 87. C'est le début du chapitre 7, c'est le tout début de. Ah, d'accord. Ah, c'est 85, je crois. Non ? 87 chez moi. Ok, d'accord. Et donc, oui, c'est au début de ce chapitre, il résume ce qu'il a un petit peu dit avant dans les 3 chapitres précédents. Ça m'intéressait aussi de pouvoir partir de là. Donc, tentons maintenant de résumer quelques-unes des pièces de notre argumentation. Tout au long de cet article, j'ai défendu l'idée que les pratiques démocratiques, qu'on les définisse comme des procédures de décision égalitaire ou comme un mode de gouvernement par la discussion publique, tendent à apparaître dans des situations où des communautés règlent leurs propres affaires hors de la portée de l'État. On reprend cette dernière idée. L'absence du pouvoir d'État signifie l'absence de tout mécanisme systématique de coercition pour mettre en application les décisions. Ce qui tend à aboutir soit à une certaine forme de processus consensuel, soit, dans le cas des formations essentiellement militaires telles que les hoplites grecs ou les bateaux de pirates, à un système de vote majoritaire. Les innovations démocratiques et l'apparition de ce qui pourrait être appelé les valeurs démocratiques ont tendance à émerger de ce que j'ai nommé des zones d'improvisation culturelle, des espaces en général placés hors du contrôle des États
et dans lesquels des personnes nourries de traditions et d'expériences différentes sont obligées d'imaginer des moyens pour régler leur vie commune. Les communautés des frontières à Madagascar ou dans l'Islande médiévale, les bateaux de pirates, les communautés de commerçants de l'océan Indien, les confédérations amérindiennes durant l'âge d'or de l'expansion européenne en constituent quelques exemples. Tout cela a bien peu à voir avec les grandes traditions littéraires et philosophiques considérées comme les piliers des grandes civilisations. De fait, à de rares exceptions près, ces traditions sont ouvertement hostiles aux procédures démocratiques et à ceux qui y ont recours. Les élites gouvernantes ont du même coup eu tendance à ignorer ces formes ou à essayer de les éradiquer. Néanmoins, à un certain moment de l'histoire, tout cela a commencé à changer, et tout d'abord dans les États qui constituaient le cœur du système atlantique, principalement l'Angleterre et la France, les deux nations qui possédaient les plus importantes colonies en Amérique du Nord. La constitution de ce système a été précédée par des destructions d'une ampleur telle qu'elle a permis le développement continu d'espaces d'improvisation d'où a émergé le prolétariat atlantique, entre guillemets. Les États, sous la pression des mouvements sociaux, commencèrent à mettre en œuvre des réformes et ceux qui œuvraient au sein de la tradition littéraire propre aux élites partirent à la recherche de précédents, d'où la création de systèmes représentatifs sur le modèle de la République romaine. Enfin, sous la pression populaire, ces systèmes représentatifs furent plus tard renommés démocratie, dont le modèle originel aurait été le modèle athénien. Ce que je voudrais suggérer, c'est que ce processus de récupération et de refondation démocratique participe typiquement d'un processus plus large qui marque probablement toutes les civilisations et traditions, même s'il est alors entré dans une phase d'une extrême intensité. À mesure que les États européens se développaient et que le système atlantique tendait à envelopper le monde entier, toutes sortes d'influences semblent s'être cristallisées dans les capitales européennes et furent réintégrées dans cette tradition qui sera appelée par la suite la tradition occidentale. La généalogie des éléments qui se sont combinés pour former l'État moderne, par exemple, est probablement impossible à reconstruire, dans la mesure où le processus de récupération tend à épurer les documents écrits des éléments les plus exotiques ou à intégrer ces derniers sous le registre familier de l'invention ou de la découverte. Les historiens, qui s'appuient presque exclusivement sur des textes et s'enorgueillissent de n'employer que des dispositifs de preuve irréfutables, en concluent souvent, comme ils l'ont fait avec la théorie de l'influence iroquoise, qu'il est de leur responsabilité professionnelle de travailler comme si les nouvelles idées naissaient de l'intérieur des traditions textuelles. Je lis juste deux passages un peu plus loin, page 93. L'État-nation moderne serait-il en vérité un modèle chinois d'administration adopté afin de canaliser et de contrôler les aspirations démocratiques provenant en grande partie de l'influence des sociétés amérindiennes et de la pression exercée par le prolétariat atlantique, qui fut au bout du compte légitimée par une théorie du contrat social venue d'Afrique? Probablement pas. Ce serait une façon pour le moins outrancière de reconstituer la généalogie de l'État moderne. Mais je ne pense pas non plus que ce soit en vertu d'une simple coïncidence que l'idéal de démocratisation de l'État ait pris naissance à une époque où les puissances atlantiques se trouvaient au centre de vastes empires internationaux et d'un brassage permanent de savoir et d'influences réciproques. Et pas par hasard non plus que ces puissances aient développé une théorie selon laquelle ces idéaux n'émaneraient que de leur propre tradition occidentale, alors qu'avant de se retrouver au cœur d'empires internationaux, les Européens n'avaient jamais rien soutenu de ce genre. Dernier petit paragraphe. Bref, page 97. Bref, non seulement la démocratie n'est pas une invention de l'Occident, mais ce processus de récupération et de refondation ne l'est pas davantage. En fait, les élites indiennes n'ont fait que jouer le même jeu 60 ans plus tard que les élites anglaises et françaises, ce qui ne constitue pas, au regard de l'histoire, une longue période de temps. Plutôt que de considérer la revendication des Indiens, des Malgaches, des Tswana d'Afrique du Sud ou des Mayas d'appartenir à une tradition intrinsèquement démocratique comme une façon de singer l'Occident, il me semble qu'il faut y voir différents aspects d'un même processus planétaire. La cristallisation de pratiques démocratiques très anciennes dans la formation d'un système global au sein duquel les idéaux allaient et venaient dans toutes les directions et l'adoption progressive, le plus souvent à contre-cœur, de certaines d'entre elles par les élites. Bien. Pour résumer, voilà, c'est une vision complètement inouïe de la démocratie et de l'invention, entre guillemets, fausse donc, de la démocratie par l'Europe, et en particulier la réinvention au XVIIIe siècle. Alors, il faut lire le texte pour comprendre certaines allusions, mais enfin, il montre que les historiens qui ont étudié les républiques pirates ont montré qu'il y avait des processus démocratiques qui s'étaient diffusés et qui avaient pu être repris
par les Européens quand ils ont constitué leur réflexion sur le régime démocratique. Et de même, le système américain, il n'est pas impossible que les fondateurs de la démocratie américaine se soient inspirés des procédures qui avaient lieu dans la Confédération des Nations iroquoises. Or ça, évidemment, c'est complètement passé sous silence. Alors, tout ça l'amène à quoi, quelques mots de conclusion là-dessus, à dénoncer en fait la confusion aujourd'hui vraiment problématique de démocratie avec idéal républicain. Le fait de replacer démocratie dans l'histoire lui permet de montrer que c'est un terme en fait qui a été pendant très longtemps et durant la majorité de l'histoire occidentale conspué parce qu'il signifiait à peu près pouvoir du peuple, c'est-à-dire émeute, désordre politique, violence, éventuellement lynchage. Et donc c'était plutôt un gros mot. Et donc ce n'est que très récemment qu'il a pris finalement un tour positif, et aujourd'hui, il ne signifie plus, enfin la façon dont on l'utilise majoritairement, c'est pour signifier un système dans lequel les citoyens d'un État élisent des représentants qui sont appelés à exercer le pouvoir en leur nom. Autrement dit, on confond abusivement démocratie avec système de représentation. Et en fait, la confusion, c'est entre démocratie et idéal républicain, sachant que les républiques ont de fait peu d'éléments véritablement démocratiques. Et donc, il en vient à cette espèce de proposition très contre-intuitive, paradoxale, mais évidemment intéressante. Il en vient à proposer de comprendre le fait que, comprendre démocratie, dans le sens originel et idéal, ça serait plus ou moins l'équivalent d'anarchie aujourd'hui. Si on accorde à la démocratie cet idéal d'horizontalité absolue, de recherche de l'égalité et de non-pouvoir, d'absence d'oppression par des pouvoirs. Et donc, dès qu'il y a de la hiérarchie, dès qu'il y a de la contrainte, dès qu'il y a de l'autorité, eh bien, on aurait, selon lui, la fin de la démocratie. Alors, très vite, je passe, j'ai pas grand-chose à dire, puisque c'était plutôt pour une discussion que je voulais garder cela, au dernier texte sur l'anthropologie anarchiste. Dernière question, moi qui me passionne, c'est celle qu'il pose dans son livre Pour une anthropologie anarchiste. Pourquoi est-ce que, alors qu'on assiste à un retour en force des idées anarchisantes, pas dire anarchistes, n'existe-t-il pas de sciences anarchistes dignes de ce nom, et en particulier dans l'université? Alors, c'est le sens de l'extrait que j'avais proposé, et je vais vous rappeler. Donc, c'est le tout début du texte. Voilà. Ce qui suit est une série de pensées, d'ébauches et de théories potentielles et de petits manifestes qui visent à donner un aperçu des grandes lignes d'une théorie radicale qui n'existe pas comme telle, mais qui pourrait un jour exister. Comme il y a de très bonnes raisons pour lesquelles une anthropologie anarchiste devrait exister, nous pourrions commencer par nous demander pourquoi une telle anthropologie n'existe pas, ou d'ailleurs pourquoi il n'existe pas de sociologie anarchiste, d'économie anarchiste, de théorie littéraire anarchiste ou de sciences politiques anarchistes. Pourquoi y a-t-il si peu d'anarchistes dans les universités? C'est une question pertinente parce que l'anarchisme, en tant que philosophie politique, est véritablement en plein essor. Des mouvements anarchistes ou inspirés de l'anarchisme se développent partout dans le monde. Alors qu'ils étaient à la base de l'organisation dans le mouvement altermondialiste, les principes anarchistes traditionnels, autonomie, association volontaire, autogestion, entraide, démocratie directe, jouent maintenant ce rôle dans des mouvements radicaux de toutes sortes. Les révolutionnaires au Mexique, en Argentine, en Inde et ailleurs parlent de moins en moins de prendre le pouvoir et ont commencé à formuler des idées radicalement différentes sur ce que la révolution pourrait même vouloir dire. La plupart, il est vrai, ne vont pas jusqu'à utiliser le mot anarchiste. Mais comme l'a récemment souligné Barbara Epstein, l'anarchisme a déjà largement pris la place qu'occupait le marxisme dans les mouvements sociaux des années 60. Même ceux qui ne se considèrent pas comme anarchistes sentent qu'ils doivent se définir par rapport à l'anarchisme et s'inspirent de ces idées. Et pourtant, cela n'a presque aucun écho dans le milieu universitaire. La plupart des universitaires semblent n'avoir qu'une idée très vague de ce qu'est l'anarchisme ou le rejettent sur la base des stéréotypes les plus grossiers.
une organisation anarchiste, mais n'est-ce pas une contradiction? Aux États-Unis, il y a des milliers d'universitaires marxistes, d'une tendance ou d'une autre, mais à peine une douzaine d'universitaires prêts à s'identifier ouvertement comme anarchistes. Les universitaires accusent-ils simplement un retard? C'est possible. Peut-être que d'ici quelques années, l'université sera envahie par les anarchistes. Mais permettez-moi d'en douter. Il semble en effet que le marxisme ait des affinités avec le milieu universitaire que l'anarchisme n'aura jamais. Le marxisme est après tout le seul grand mouvement social qui ait été inventé par un détenteur de doctorat, même s'il est devenu par la suite un mouvement destiné à rallier la classe ouvrière. Toutefois, la plupart des versions de l'histoire de l'anarchisme supposent qu'il en a été de même pour celui-ci. L'anarchisme est présenté comme l'invention de certains penseurs du XIXe siècle, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, et il aurait par la suite inspiré des organisations de la classe ouvrière, se serait retrouvé pris dans des luttes politiques, puis divisé en sectes. L'anarchisme, dans les versions courantes, est habituellement présenté comme le parent pauvre du marxisme, théoriquement un peu boiteux, mais compensant peut-être l'intelligence par la passion et la sincérité. En fait, l'analogie est au mieux forcée. Au XIXe siècle, les fondateurs ne considéraient pas avoir inventé quoi que ce soit de particulièrement nouveau. Les principes de base de l'anarchisme, autogestion, association volontaire, entraide, renvoyaient à des formes du comportement humain qu'ils présumaient être aussi vieilles que l'humanité. Cela vaut également pour le rejet de l'État et de toutes les formes de violence structurelle, d'inégalité et de domination. Et même pour l'idée que tous ces éléments sont reliés d'une manière ou d'une autre et se renforcent mutuellement. Rien de cela n'était présenté comme une nouvelle doctrine étonnante. Et effectivement, ce n'en était pas une. On trouve des écrits avançant des idées semblables tout au long de l'histoire, et ce, malgré le fait qu'on ait toutes les raisons de croire qu'à la plupart des époques et dans la plupart des lieux, de telles opinions étaient les moins susceptibles d'être couchées sur papier. Il s'agit donc moins d'un cadre théorique que d'une attitude, voire d'une conviction, le rejet de certaines formes de relations sociales, la certitude que d'autres formes de relations représenteraient de bien meilleurs fondements sur lesquels construire une société saine, la croyance qu'une telle société pourrait vraiment exister. Je ne vais pas plus loin, mais la suite mériterait d'être lue. Il se trouve que, il y a tout un colloque que je suis en train de préparer pour octobre 2022 sur ces questions. Ça sera l'occasion de revenir plus en détail sur ces questions-là. Pourquoi n'y a-t-il pas de théorie littéraire anarchiste? Pourquoi n'y a-t-il pas de percer des idées anarchistes dans les sciences sociales comme on pourrait s'y attendre, alors que la société s'empare de beaucoup de procédures. Les mouvements sociaux sont en fait nourris par ces présupposés et ces pratiques anarchistes. Alors, je résume juste en fait ce que dit Graeber, enfin ce qui fait d'aujourd'hui un moment anarchiste. C'est d'abord la préoccupation pour des situations concrètes plutôt qu'une théorie générale qui donnerait de l'avenir aux réflexions des anarchistes. C'est ensuite l'abandon de la révolution comme idéal immédiat à atteindre, qui là aussi ferait le lit de ce développement d'une pensée et d'une pratique anarchiste. C'est ensuite les interrogations que l'on voit dans les mouvements sociaux, un peu partout, sur l'approfondissement possible de la démocratie. Comment revenir à une démocratie plus réelle. Et enfin, ce que je trouve être peut-être le point majeur, c'est l'accent sur la dimension éthique de notre organisation politique qui arrive sur le devant de la scène. Et donc c'est tout cela, c'est pour toutes ces raisons qu'une science anarchiste est encore, selon David Graeber, à inventer, à formaliser, et c'est ce qu'il appelle évidemment de ses voeux par ses ouvrages. Je conclus rapidement, et éventuellement on discute après de l'anarchisme justement, ou de la démocratie, pour faire un peu la somme de tout ce que j'ai dit et de cette présentation. Vous voyez que là j'ai pris quelques exemples dans un ensemble d'une œuvre qui est plus vaste, et tout cela construit une vaste constellation de pensées anarchisantes ou anarchistes, dont il est évidemment difficile de nier l'éclatement, mais dont il appelle lui-même de ses voeux la mise en cohérence pour pouvoir peser, j'imagine, dans les questions politiques et dans l'invention d'un monde à venir qui serait plus libre, libéré en tout cas des mensonges du capitalisme.
David Graeber, en ce sens, moi, m'apparaît, au bout du compte, comme véritablement un théoricien de la valeur. D'abord, la valeur économique, hein, puisqu'il s'intéresse d'abord au phénomène économique, mais aussi du point de vue de l'éthique. Et c'est précisément ça qu'il a cherché à étudier, me semble-t-il, dans toute son œuvre, c'est-à-dire résoudre l'écart, enfin interroger l'écart, et éventuellement le résoudre, entre la définition économiste de la valeur et la définition morale. Et c'est en cela que sa définition d'anarchisme me paraît particulièrement intéressante. C'est un peu plus loin dans le dernier extrait que j'ai lu. L'anarchisme, c'est un discours éthique sur la pratique révolutionnaire, dit-il. Et en cela, il s'oppose au marxisme, qui lui était un discours théorique sur une stratégie révolutionnaire. L'anarchisme est un discours éthique sur une pratique. Et donc, il est associé à une volonté de transformation sociale concrète. Il le rappelle ailleurs, je ne sais plus où, mais en ces termes, l'anarchisme est une idée, même si elle est très ancienne, c'est aussi un projet qui a pour but de commencer à créer les institutions d'une nouvelle société au sein de l'ancienne, afin de révéler, de subvertir et de fragiliser les structures de domination, et en procédant toujours de façon démocratique pour démontrer que ces structures ne sont pas nécessaires. Donc, on le remarque, il n'y a pas d'idéal de révolution derrière ce projet, il y a juste une démonstration, et donc, qui dit démonstration dit foi dans l'intelligence, hein, démonstration par la pratique et aussi par la théorie, et loin de la violence, puisqu'on est dans le respect de la démocratie. Donc comment, avec une telle définition-là, ne pas être d'accord avec un tel projet? Tout l'enjeu, hein, de son plaidoyer, finalement, il est celui-ci, c'est de dédiaboliser l'anarchisme auprès de ceux qui aujourd'hui ont encore peur de ce mot parce qu'ils l'associent précisément avec violence, antidémocratie et irrationalité. Hein. Or lui, c'est tout un projet au contraire de fondation d'une politique plus humaine, plus égalitariste, dans le respect d'un approfondissement de la démocratie et de la rationalité. Je termine avec cette citation dans un texte qu'il a fait paraître sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il écrivait, c'est une belle formule pour terminer, « Nous devons, explique-t-il, prendre conscience que nous sommes tous et toutes communistes lorsque nous travaillons sur des projets communs, tous et toutes anarchistes lorsque nous résolvons nos problèmes sans avoir recours à des avocats ou des policiers, tous et toutes révolutionnaires lorsque nous faisons quelque chose de réellement nouveau. » Super. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là. Comme ça, on discutera mieux. Ok. Oui, on sera plus tranquille pour discuter. Allez, oui. Déjà pas mal. Voilà. Ouais.